un de mes très bons amis, Nicolas Ray, il ne parle que de lui quand il est temps de parler d'économie, de finances. Il met sur un piédestal. Puis Nick, pour le reste, je considère vraiment que c'est une esti machine là-dedans. Dans un premier temps, que je veux venir être capable de vous démontrer ici, ben de un, c'est son pedigree, parce que c'est vraiment pas un tout croche, c'est vraiment, en fait, c'est un docteur en économie, multiple docteur même en économie, puis il a pas juste étudié en économie, il a étudié la politique, il a étudié plein de choses, puis ça va venir valider une couple de fois quand je fais des claims haut et fort qu'on est en train de se diriger vers une société communiste. Tout le monde me dit « Julien, ta gueule, tu connais rien de ça, t'es pas un économiste. » Ben j'en ai amené un sur le show, vos gueules. Ça va me faire plaisir de vous le crisser dans les dents. Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, premier épisode de 2021 Against the Odds avec un invité vraiment spécial que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Dans le fond, on a des amis en commun. En fait, un de mes très bons amis, Nicolas Ray, il ne parle que de lui quand il est temps de parler d'économie, de finances. Il met sur un piédestal. Puis Nick, pour le reste, je considère vraiment que c'est une esti machine là-dedans. Fait que quand il met quelqu'un sur un piédestal dans ce genre de domaine-là, c'est parce que c'est pas un tout croche. Puis on avait échangé un peu ensemble sur les réseaux sociaux, puis on avait eu des bonnes discussions, puis c'est ça qui nous a donné le goût de faire le podcast aujourd'hui. Pour moi, là, le podcast, c'est comme trois objectifs différents. OK? Dans un premier temps, ben, c'est against the odds. Fait que je veux encore être capable de vous montrer que ben, le style de mentalité de victime du Québec, ben, ça n'a pas rapport. Tout le monde qui a réussi quoi que ce soit dans la vie a eu des embûches. Tout le monde a réussi contre toute attente, puis il n'y a pas d'exception à cette style de règle-là. La deuxième chose que je veux venir être capable de vous démontrer ici, ben, de un, c'est son pedigree, parce que c'est vraiment pas un tout croche, c'est vraiment, en fait, c'est un docteur en économie, multiple docteur même en économie, puis il a pas juste étudié en économie, il a étudié la politique, il a étudié plein de choses. Puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est que souvent le monde, il s'attarde à un domaine d'études, puis après ça, ben, ils n'ont pas nécessairement de compréhension du restant de l'écosystème. J'ai vraiment l'impression que notre invité aujourd'hui, il y a une compréhension globale de tout ça. Puis ça va venir valider une couple de fois quand je fais des claims haut et fort qu'on est en train de se diriger vers une société communiste. Tout le monde me dit « Julien, ta gueule, tu connais rien de ça, t'es pas un économiste. » Ben j'en ai amené un sur le show, vos gueules. Hein? Ça va me faire plaisir de vous le crisser dans les dents. Fait que c'est les deux choses que ça va servir aujourd'hui. Fait que aujourd'hui, on a Christian Bordelot. Je peux t'appeler Chris, hein? Yes. Ça va, Julien? Tant que je ne puisse pas t'appeler Juju, ça va. Tu sais que c'est drôle, hein? Le monde dans ma business m'appelle Juju. Ouais? Hein? Je vais me garder une petite gêne pour aujourd'hui. T'as le droit, t'as le droit. Écoute, par où commencer? Dans le fond, premièrement, ça a l'air niaiseux. D'habitude, je ne fais pas ça, mais j'aimerais juste ça que tu show off un peu tes titres, parce que tantôt, tu me les as donnés, puis il y en a une chier. Vous allez comprendre quand je disais que le gars, il sait de quoi il parle. Fait que peux-tu juste peut-être nous expliquer un peu sans nécessairement entrer dans les détails, parce qu'on va y aller après, mais peut-être juste, mettons, tes connaissances académiques par rapport au sujet qu'on va jaser. C'est parce que là, tu veux parler de la société québécoise, donc c'est pas limité à juste l'économie. Mais c'est sûr que c'est toujours un peu drôle de faire un listing de tout ça, parce que ça justement, au Québec, si tu parles de ça, automatiquement, tu es prétentieux. Donc, ça aussi, ça vient fitter un peu avec ton show, là. Dès que tu dis justement, tu as une couple de diplômes, c'est comme, c'est ça, tu veux, comme tu penses que, parce que, bon, qu'on embarque là-dedans. Mais, tu sais, moi, j'ai commencé vraiment modestement. Tu sais, mon père m'a tout le temps dit que je n'irais jamais à l'université. J'ai jamais connu vraiment ma mère. Elle n'a pas été là. Elle est partie quand j'avais quelques mois. Puis, c'est juste mon père qui m'a élevé. Tu sais. Puis, mon père, lui, il a fait son secondaire 5, puis il a travaillé dur toute sa vie. Puis, pour lui, l'école, c'était pas très, très important. Tu sais. Fait que je partais avec ça. Puis, secondaire, ça n'allait pas très, très bien. Tu sais. C'était pas...
une école publique minable où j'étais. C'était à quelle école? Je ne veux pas dire le nom de l'école parce que les gens qui étaient là et qui ont aimé ça, ils pourraient sentir que je dénigre leur école ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, je ne me suis pas senti très. Puis, je vais faire la parenthèse, tantôt on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est important pour le show. Dans ce temps-là, il y avait une chicane de commission scolaire. Puis, il y avait une ligne imaginaire entre deux commissions scolaires qui passaient entre ma maison puis la maison de mon voisin Samuel. Fait que tout mon quartier, il y allait à une école secondaire vraiment proche, à comme genre peut-être 5 minutes de marche. Mais moi, la commission scolaire ne me laissait pas aller à cette école-là avec mes amis. Ils voulaient que je prenne un autobus pendant 45 minutes pour aller à une autre école qui était vraiment loin. C'est sûr que ça n'aide pas non plus à être motivé. Donc, c'était assez difficile. Puis là, genre, dans le temps, là, il y avait un cours d'orientation de carrière, je ne sais pas trop, puis il disait oublie ça, les autres des études et tout ça, tu devrais quasiment décrocher dès que c'est possible, puis aller faire un DEP ou un truc secondaire 3 et 4 que tu peux faire et tout ça. T'sais. Donc, j'ai quand même terminé mon secondaire. Écoute, ça me prend beaucoup de. Hein? Ça a fesse? J'ai pas entendu, excuse-moi. Tu as terminé ton secondaire sur la fesse? Genre, tu l'as terminé. Plus que sur la fesse. Excuse-moi, il y avait un petit lag avec l'Internet, là, mais c'est plus que sur la fesse parce que, tu sais, techniquement, ça prend beaucoup de modestie pour le dire, là, mais j'ai techniquement décroché de mon secondaire. Puis je l'ai fini aux adultes par moi-même. Puis j'ai fait mon secondaire 4 et 5 aux adultes, mais comme je l'ai clenché en genre 3 mois parce qu'il n'y avait plus de perte de temps, ça a été super vite. Puis j'ai fait un DEP en charpenterie-menuiserie. Puis en même temps que là, je faisais ça, j'ai été accepté dans les forces canadiennes. Je suis parti dans le génie de combat. Puis là, j'ai fait ça. Puis après ça, j'ai continué un génie au collège. Puis après ça, je suis rentré à l'université. Puis là, dans l'armée, j'avais transféré dans la police militaire. Fait que là, j'ai fait le droit à l'Université Laval. Puis donc, j'ai étudié en droit de ça, mais je me posais plein de questions sur. J'étais très curieux intellectuellement de tout ce qui se passe à travers le droit, puis les politiques publiques, puis le droit criminel, puis d'où ça vient, puis comment c'est arrivé, puis la Constitution, OK, le droit criminel, comment les différents trucs qui sont arrivés. Puis, dans ce temps-là, j'ai des professeurs qui étaient vraiment... Il y avait Henri Brun, Nicole Duplé et compagnie, puis on dit, va prendre des cours dans un autre département, comme, mettons, va à sciences politiques ou politique publique, prendre un cours, tu vas voir si t'aimes ça. Fait que j'ai été m'asseoir avec un ami qui avait un cours avec Jean-Pierre Derrienic qui s'appelait Les guerres civiles. J'ai été m'asseoir dans ce cours-là. Puis ça m'a comme, c'était comme une révélation. J'étudiais en droit, c'était vraiment facile. Je ne travaillais pas fort, j'avais des bonnes notes. Puis c'était tout du noir ou blanc. C'était comme simple, on dirait. Puis tu arrives là-dedans, puis c'est comme vraiment nuancé. Puis ouais, c'était vraiment intéressant. Puis je me rappelle de ce prof-là, lui, il était un Français, puis il disait aux gens, là, allez lire des livres et vous argumentez ensuite. Lui, ça n'intéressait pas tes arguments. Tu étais comme étudiant, tu n'étais vraiment rien. Donc, à part faire ces études-là, j'ai déménagé à Montréal. J'ai fait un autre bac en fonds de politique publique. J'ai fait une maîtrise en politique publique avec Denis Saint-Martin. J'ai fait mon mémoire avec lui. Lui, il avait travaillé dans le temps pour Paul Martin, tout ça. Puis, je suis parti de là. J'avais différentes offres pour faire mon doctorat. J'étais à Carleton. Donc, j'ai mon gilet de Carleton. J'étais à Carleton. Je me demandais justement c'était quoi le gilet depuis tantôt. Ouais. Je me le demandais. C'était quoi? J'avais pas osé le demander. C'est mon gilet d'école que j'ai gardé. J'ai fait mon doctorat dans le fond en économie financière des politiques publiques à Carleton. J'ai fait ma thèse sur les partenariats publics-privés, le project financing, puis les taux d'actualisation qui étaient dans ça. Après ça, j'ai fait un postdoc à l'École nationale d'administration. J'ai fait un autre cours de postdoc après ça au Center for Experimental Social Science en économie comportementale à Oxford. Après ça, j'ai fait un perfectionnement à l'Université de Toronto, à la Rotman Business School, il y a 3 ans. Ensuite, là, j'ai fait un cours, même cette année, j'ai fait encore un autre gros cours de perfectionnement de niveau là, avancé avec l'Université de Harvard, la Business School, et la London School of Economics. J'ai aussi des désignations d'évaluateurs financiers là, du Canada, de l'Ordre du Canada pour évaluer des projets et tout ça. Puis, toutes ces affaires-là, bien, ça m'a amené finalement là, à créer une business, puis après ça, à joindre de grandes institutions comme Raymond Chabot, puis la SCHL, puis
ça m'a amené ultimement où j'étais aujourd'hui. Mais si j'avais écouté la madame en secondaire 3 qui m'a dit que j'étais bon à rien puis que je n'allais pas réussir à me rendre nulle part, ben ça, je ne pense pas qu'elle avait vu que j'allais avoir un doctorat et un post-doctorat dans ce temps-là. Incroyable. Mais Ouais. tu vois, il y a quand même beaucoup de ressemblances dans nos histoires, dans le sens que, bon, j'ai aucun post-doctorat puis je ne compte pas en avoir un non plus. Il est encore temps, c'est possible. T'as encore temps. Mais ben, j'ai étudié en musique. Moi, j'ai fait un bac en musique. La journée que j'ai compris que c'est pas ça qui allait me permettre d'avoir le moyen de mes ambitions, ben, j'ai décidé qu'il fallait peut-être que je change mon fusil d'épaule. Mais là où on a une ressemblance, écoute, c'est que moi, j'ai eu énormément de difficultés à l'école. J'ai fait 8 écoles secondaires différentes. Je me suis fait crisser dehors de partout. J'ai lâché l'école 2 fois, moi, avec. J'ai fini l'école aux adultes. Puis je trouve ça drôle. Ouais, aux adultes. Puis je trouve ça drôle parce que ben, on voit que tu es un passionné de l'apprentissage, des connaissances. Tu es quelqu'un qui aime ça, apprendre des choses. Tu ne fais pas un paquet de post-doc de même si tu n'aimes pas apprendre. Tu sais. Moi, je lis à peu près un livre par semaine en moyenne, puis sur toutes sortes de sujets différents, l'économie, la psychologie, la business, n'importe quoi. J'aime ça m'instruire, j'aime ça avoir des connaissances générales, j'aime ça savoir de quoi je parle, tu sais. Puis je trouve ça quand même fou qu'un système qui est supposé d'éduquer des gens a mis de côté 2 kids qui pourtant sont des grands curieux qui ont la soif de connaissances. Ouais. Moi, ça me décrisse. J'ai une haine un peu contre le système d'éducation, mais comment tu vois ça? Ben, en partant, je pense quand tu es. Moi, j'ai un enfant maintenant, c'est un petit garçon de 7 ans. Là, je le vois avec l'école de la maison, c'est dur de rester assis. Donc, quand tu as déjà, en partant, tu es un garçon, statistiquement, tu es désavantagé parce que tu veux bouger, puis c'est dur de rester en place. Puis tout le système est basé sur un enfant qui reste assis puis qui ne bouge pas. Écoute, moi, je ne sais pas si toi, tu es un peu comme ça, j'ai fait tous les acronymes de salles inimaginables où il faut que tu ailles comme penser ou te reposer ou te refocusser quand tu es plusieurs fois. Ouais. Puis, j'ai été chanceux. Moi, mon père n'a jamais accepté qu'il me mette sur des pilules ou je ne sais pas quoi, là, mais il y a beaucoup de monde que c'est ça qui est arrivé. Donc, dès que tu bouges un petit peu, dès que, après 2 heures d'être assis sur une chaise, tu commences à être un petit peu turbulent, tout de suite, tu deviens un cas problème, puis tu es géré, il faut te gérer, là, Puis il y a des intervenants qui interviennent, puis là, je veux dire, comme si c'était anormal Et tu sais, moi, quand t'es un kid, style. Oui, mais c'est ça, puis on le voit bien pourtant avec les statistiques que les enfants qui font des sports ou qui sont dans des trucs sportifs réussissent mieux à l'école, particulièrement les garçons, parce qu'ils vont comme canaliser cette énergie-là, vont la dépenser. Puis je vois la différence avec mon gars quand il faisait son hockey, puis que là, depuis que le gouvernement Legault a enlevé son sport, c'est vraiment une grosse différence de comportement. Là. Tu vois que l'énergie n'est plus canalisée, là, puis ça devient difficile à gérer. Donc, je pense que il y a déjà là un volet comme le système d'éducation qui est fait, c'est quasiment polémique, mais on dirait qu'il est fait pour les femmes d'une certaine façon, le système d'éducation. Puis c'est tout le build-up, même jusqu'à temps que tu arrives au secondaire et au cégep, parce que là, au cégep, ils regardent ta cotère. Ta cotère, ça regarde ton secondaire genre 3-4, où ce que toi, tu as des hormones dans le piton, c'est juste que tu veux, c'est avoir un petit char, puis sortir des filles, puis tout ça. Mais là, il faudrait que tu décides les maths 36, genre super bien, pour, comme dans vraiment longtemps, comme avoir des options, alors que tout ce que tu veux, c'est comme vraiment comme maintenant. Donc, déjà, tu as un gros problème. Tu arrives au cégep, bien, ça devient difficile d'avoir les choix que tu veux. Puis là, maintenant, tu regardes les salles de classe à l'université, que ce soit en médecine, en droit, peu importe. C'est vraiment difficile même de voir des garçons. Même moi, quand j'étudiais en droit, là, tu regardais un amphithéâtre, puis c'était 70% des femmes, puis ça a augmenté depuis. Là, donc, je pense qu'il y a comme une espèce de... Je pense pas que c'est une question d'intelligence en tant que telle. Je pense pas que c'est une question de autre chose que c'est difficile de rester aussi attentif pour des enfants pendant une aussi longue période. Puis
il y a beaucoup de monde qui... Moi, c'est pas ma spécialité, mais il y a beaucoup de monde qui ont étudié ça et qui sont venus à la conclusion que le système d'éducation, de la façon dont il était structuré actuellement, désavantageait un peu les garçons, puis ils se reprenaient juste dans des programmes de sport et études ou si leurs parents leur donnaient beaucoup de sport en parascolaire. Tu sais. Ce qui est dommage de ça, puis tu l'as dit, c'est que ça n'a aucun rapport avec l'intelligence, mais tu finis par penser que ça a un rapport avec ça. Quand, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je me faisais catégoriser comme un pas bon, mais qu'est-ce qui arrive? Tu te dis que tu es un pas bon. Tu finis par penser que tu es un pas bon. Fait que tu tiens avec des pas bons, tu fais des activités de pas bon. Puis éventuellement, tu finis par devenir un pas bon. Moi, en tout cas, tu peux, puis la tentation à un moment donné, je ne sais pas si toi tu l'as vécu, mais maintenant dans ta vie, tu sens qu'il y a comme une espèce de deux chemins, tu t'en vas vers le côté obscur de la force, ou tu t'en vas de l'autre côté. Et on dirait que moi, je pense que qu'est-ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir été dans l'armée, puis ça m'a comme amené vers l'autre côté. C'est te recadré. Oui, ça m'a vraiment recadré, ça m'a vraiment encadré et recadré, ça m'a comme canalisé aussi. Ces énergies-là, parce que moi, je suis rentré de bonne heure. Mon père avait dû signer pour moi, j'étais jeune, puis ça m'avait amené comme vraiment dans une direction où j'ai pu canaliser. Tu sautes en bas d'un hélicoptère, tu te tires en haut par là, puis tu cours les paraxacs, puis ça a comme brûlé cette espèce de mauvaise énergie-là. Ça l'a canalisé, donc c'est très, très bien. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Moi, j'avais vécu vraiment la drop entre le moment où je jouais beaucoup au hockey. Puis j'ai arrêté de jouer parce que là, mon père, avec son travail, il avait des issues qui a fait en sorte que c'était comme plus capable de me setter et tout ça. Puis ça a vraiment affecté, je pense, aussi. Puis là, je le vois avec Elliot. Fait que j'espère que les enfants vont avoir la chance de recommencer bientôt leur sport. Là. J'espère la même chose que toi. Mais oui, pour répondre à ta question, moi aussi, à un moment donné, il y a eu un Y. Puis tu sais, je t'en parlais un peu à la discussion qu'on avait avant le podcast. Puis by the way, si la discussion qu'on a eue avant le podcast si celle qu'on a sur le podcast est 10 de ce qu'on a eu avant, ça va vraiment être trippant. Je pense que le monde va vraiment aimer ça. Mais moi, justement, ce Y-là que j'ai rencontré un jour, ça a été la base de mon mindset de you know what? Dans le fond, it's all on you. Genre, j'aurais pu vraiment mal virer. Puis j'aurais pu décider que je suis une victime. Puis j'aurais pu, dans le fond, aller là. Mais en fait, j'ai décidé à un certain moment donné de, you know what, je vais prendre responsabilité sur où est-ce que je suis. Puis si je suis pas heureux de la personne que je suis, j'ai juste à moi changer, moi, ma personne. Puis éventuellement, je vais changer ma vie. Fait que moi, ce Y-là, ça a été le fondement de tout ça. Mais la raison pour laquelle je t'ai invité, ah oui, c'est vrai, tantôt j'avais dit, il y a 3 raisons aussi. La troisième raison pour laquelle je t'ai invité, qui est celle que j'ai hâte qu'on parle, c'est que tu avais écrit un article pour Le Devoir. C'est pour Le Devoir que tu l'avais envoyé. Et puis, ils l'ont pas publié. Puis moi, je t'avais dit, bro, moi, je serais prêt à payer pour qu'on publie ça. Je pense que la meilleure façon, en fait, de pouvoir le partager à mon audience, tout le monde que je connais, c'est que justement, on parle de ce sujet-là. La fameuse crise du logement que, dans le fond, je connais mes croyances là-dessus, puis ceux qui me suivent le connaissent aussi. Selon moi, c'est inexistant, c'est un faux problème qu'on est en train de créer. On n'est vraiment pas en train de se concentrer sur la bonne place. Mais encore une fois, quand je dis ça, moi, je ne suis pas un économiste, puis je suis un cave, ça ne sert à rien de me parler. Fait que j'aimerais ça avoir le point de vue de docteur économie, esti. Ben, tu sais, là-dessus, tu as 100% raison. En fait, tous ceux qui sont sur le terrain actuellement savent que l'élection municipale s'en vient et que là, évidemment, Québec solidaire, Projet Montréal, tous les groupes, les organismes, etc., s'activent pour créer un enjeu imaginaire qui, alors que les taux d'inoccupation sont 2 fois plus élevés qu'ils ne l'étaient 1 an et demi passé, où il n'y avait pas de crise qui méritait juste toute cette attention-là. Aujourd'hui, il y aurait une crise inimaginable, mais les taux d'inoccupation ont doublé. Donc, si tu prends une pause juste pour assimiler l'information, les taux d'inoccupation ont doublé, mais il y aurait une crise aujourd'hui qu'il n'y avait pas là, 1 an et demi, 2 ans, alors que les taux d'inoccupation étaient 2 fois moins élevés. Donc, tu sais, on voit comme un certain opportunisme, un certain timing électoral, puis les gens sur le terrain, puis j'en connais d'ailleurs qui sont là en train de s'exciter, créer ça, évidemment, dans un contexte. Je pense que c'est peut-être
ce qu'on appelle en anglais le Dead Cat Bounce de Valérie Plante. Donc, restera ça à voir. Mais c'est une chose qui est certaine, c'est que la crise, de la façon dont on veut l'expliquer, puis les remèdes et les causes qu'on veut lui attribuer, c'est purement politique et idéologique. Ça n'a aucun fondement d'un point de vue économique ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, ça, de cette façon, je ne le dis pas juste à titre de j'ai étudié, etc. Je dirais, avant de faire le travail que je fais aujourd'hui, j'étais à la Société canadienne d'hypothèque et de logement, le fondateur du Centre d'excellence pour le financement de l'habitation, le premier spécialiste d'utilisation du financement de l'habitation à la SCHL. Donc, j'étais là avant, pendant et après la stratégie nationale sur le logement de 40 milliards. J'étais dans le triumvirat de la Banque du Canada de finances. Donc, tu sais, je sais aussi empiriquement qu'est-ce qui se passe puis comment que ça se passe. Et c'est certain qu'il y a beaucoup là, de politique actuellement dans ça. Ouais. Dans le fond, tu as effleuré le sujet, mais pour nos auditeurs qui n'ont aucune idée de quoi on parle, c'est quoi la crise du logement? C'est quoi qui attribue à la crise du logement? C'est quoi là, ce nouvel enjeu-là électoral? Un des problèmes, c'est que ça dépend à qui tu parles. Donc, évidemment, la définition, elle va changer, à savoir si tu parles avec des groupes sociaux, si tu parles avec François Legault, si tu parles avec Québec solidaire, Nadeau-Dubois, qui est, je veux dire, c'est qui ce gars-là? C'est un midget intellectuel, c'est qui ce gars-là? Donc, il y a toutes sortes de monde qui interviennent sur des questions. Non, mais je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des déclarations qui font aucun bon sens, puis tu es comme, wow, OK, il y a des gens qui, il y a des gens qui devraient peut-être, je comprends que c'est de la politique, puis tu peux dire n'importe quoi, mais maintenant, il faut avoir aussi certaines qualifications de parler de certaines choses, puis de dire des vraies choses. Mais ceci étant dit, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de définition. Dans l'article que je voulais faire pour Le Devoir, d'ailleurs, j'ai publié régulièrement dans Le Devoir dans le passé. Là, soudainement, cet article-là ne passe pas, donc je ne sais pas pourquoi, mais j'ai même peaufiné ma formule au fil des années. Pourtant, ça ne fonctionne pas. Mais je pense que le point de départ, c'est de définir c'est quoi. Donc, si on prend souvent, le point de départ qu'on prend, on prend un dictionnaire, prenons le Larousse, c'est incontesté, le Larousse. Même si tu veux faire de la politique, c'est le Larousse. Donc, OK, donc le Larousse, on ouvre le Larousse. Donc, c'est quoi une crise? Donc, on peut regarder ça, on peut regarder ensuite la définition de d'autres façons, mais je pense que, à la base, c'est-à-dire qu'il y a une insuffisance de quelque chose. La crise du logement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de logements, ce qui fait en sorte que des gens qui devraient pouvoir se loger et qui veulent se loger et qui méritent de se loger ne peuvent pas se loger. Donc ça serait une crise du logement. Moi, à mon sens, une crise du logement, ce n'est pas le fait que je recherche un 4,5 ou un 5,5 à Montréal dans le meilleur code postal à 350, 450 $ et je n'en trouve pas. Ça, c'est pas une crise du logement, là. Je veux dire, la réalité, c'est que je veux dire, des grands 4,5 puis des 5,5 à 500 $, je veux dire, c'était des prix de 1983. Tout augmente, les assurances augmentent, tout augmente, et puis ces prix-là ont augmenté. Donc, ça, il y a un premier problème qui est de quoi qu'on parle dans la crise du logement. Est-ce qu'on parle de la qualité des logements? Parce que, un logement à un certain prix qui a de l'air d'une dompe versus un condo locatif quasiment avec des vitres trempées puis toutes sortes de trucs avec du quartz. Est-ce qu'on parle de la même chose? Puis quand tu payes pour une expérience de vie aussi, tu ne vis pas dans la même affaire. Donc, premièrement, il faut être capable de comparer des pommes avec des pommes puis regarder qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Une fois qu'on est capable de faire ce ménage-là, on pourra peut-être le faire ensemble tantôt, là, il faut regarder qu'est-ce qui fait en sorte que il n'y en a plus assez des logements à 500 $ d'une certaine façon. Donc là, on peut regarder ça, puis pourquoi, puis trouver c'est quoi la réponse à la situation. Mais c'est sûr que, toutes choses étant égales par ailleurs, les prix augmentent et vont continuer d'augmenter parce que la population augmente. Et Montréal est une ville qui de plus en plus de gens veulent aller, comme Toronto, comme Vancouver. Et Montréal se dirige vers un endroit où New York était dans les années 80-90, d'une certaine façon. Puis on écoutait des épisodes de Friends. Puis je me demandais, moi j'habite à Québec, puis j'écoutais ça. Puis je me dis, comment ça se fait qu'ils sont 5 adultes d'un 5,5 à New York, dans la trentaine. Ils ont même des bébés, puis ils sont encore en... Mais parce que, je veux dire, le prix de l'appartement est très cher, donc il faut que tu fasses de la colocation. Plusieurs pays européens, les gens sont dans du multigénérationnel. Donc, nous aussi, il faut
est-ce que lorsqu'on parle de la crise du logement, est-ce qu'à un moment donné, on va accepter qu'il va y avoir de la colocation, puis qu'on s'en va dans cette direction-là parce qu'on a des taux d'immigration qui ont même été relevés par le gouvernement Trudeau qui sont à des niveaux historiques d'immigration. Donc, il y a énormément de gens qui s'en viennent ici. Tout le monde s'en va dans ces villes-là. Donc, à un moment donné, ben, je veux dire, les logements qu'il y a au centre-ville sont de plus en plus prisés, toutes choses étant égales par ailleurs. Puis si, en plus de ça, tu ajoutes le fait qu'on n'en construit plus beaucoup, toutes choses étant égales par ailleurs, ben là, il y a un problème de supply and demand, basic economics. Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne s'attaquera pas à ça, ben, on parle de n'importe quoi, puis on parle de rien. Donc, tu peux mettre des gestes, tu peux mettre des registres, tu peux faire n'importe quoi. Ça ne va rien changer au fait que tu as une immigration à un niveau inégalé, tu as des problèmes de transport qui augmentent sans cesse, et tu as le fait que je veux dire, tu t'en sors pas, il n'y a pas assez de logements sur le marché, donc qui ne s'en construit pas assez en raison des interventions des gouvernements avec l'ancienne régie du logement, le tribunal, puis l'amortissement, puis la fixation des loyers, puis toutes ces choses-là qui sont pro-locataires, qui font en sorte qu'il n'y a pas d'incitatif d'en construire des nouveaux logements à cette gamme de prix-là. Puis ensuite, on pourrait discuter de pourquoi c'est pas à 500$ qu'à 1400$, mais c'est une réalité qui est factuelle et inéluctable. Mais vas-y, explique. Creuse. Ben, Creusons. Je veux dire, la réalité, puis on ne se fait pas d'amis en disant ça, mais c'est une réalité qui est un peu sur le principe assurantiel. Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, la façon qu'on fait de l'assurance, c'est qu'on discrimine. Alors, lorsque j'étais à la SCHL, on discriminait sur certains critères. Ça peut être ta cote de crédit, ça peut être est-ce qu'on pense que la maison elle est trop chère par rapport à ton code postal, etc. En matière de prêts bancaires, souvent les institutions vont aussi discriminer sur ton code de crédit. Est-ce que tu as déjà fait faillite, par exemple, dans ton passé? On va regarder ton comportement passé. En matière assurantielle, on va regarder est-ce que tu as eu beaucoup d'accidents, as-tu eu beaucoup de réclamations? Quel type de véhicule tu veux conduire? Ah, une Civic rouge, OK. C'est pas la même chose qu'un Corolla taupe. Pourtant, tu es la même personne. Donc, il y a toutes sortes de choses que les gens qui sont habitués de faire du risk-based pricing vont regarder. Et ils ont du big data, puis ils ont des hordes d'économistes avec toutes sortes de doctorats qui vont regarder ces chiffres-là. Si ce n'est pas juste qu'ils ont Watson ou un genre de Deep Blue de IBM, qui vont dire, ben c'est une réalité que lorsqu'on regarde des Honda Civic rouges, il y a plus d'accidents que des Corolla taupe. Donc, on va charger plus cher parce qu'on veut faire des profits. Donc, ça, c'est une réalité économique qui est là. Quand on arrive dans le marché du logement, la discrimination... Je vous en prie. Ah, Siri nous écoute. Désolé, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, la réalité, c'est que lorsqu'on arrive dans le logement, on discrimine aussi. Donc, les locataires vont faire des enquêtes de crédit. C'est normal. Vont demander des références. Il y a encore une certaine discrimination là qui va se poursuivre. Il y a une certaine discrimination qui est permise par le cadre réglementaire, en cas de crédit, référence, etc. Il y a d'autres types de discrimination qui ne sont pas permis, donc que ce soit le sexe, l'origine ethnique, etc. Okay? Mais le problème qu'on voit, c'est que dans le marché, le prix d'un loyer est une variable explicative, donc une variable indépendante, très importante de la performance locative du asset sur une durée de temps déterminée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, si je loue des logements en général à 1 300, 1 400, 1 500 $, la clientèle que je vais attirer pour louer ces logements-là, elle est moins risquée que la clientèle à 300, 400, 500 $. Parce qu'à 300, 400, 500 $, je ne sais pas comment le dire politically correct, mais tu as toutes sortes d'énerguments là-dedans. Fuck le politically correct, il n'y en a pas ici. Écoute, je suis une désignation professionnelle, il faut faire attention, là, parce que c'est comme tout le monde. Mais je veux dire, il y a toutes sortes de monde qui gravitent dans cette disons, strate économique-là, et tu as plus de saccage, tu as toutes sortes de patentes qui t'arrivent, tu te fais voler tes électros, tu as plein de problèmes, ils ne te payent pas, le crédit n'est pas bon, toutes sortes d'affaires. Alors que si tu es à 1400, tu n'as pas ces problèmes-là.
Et dans le fond, le prix devient le proxy de discrimination dans la location de logements privés parce que le gouvernement Ouais, qu'est-ce que je veux dire? t'empêche de hedger ton risque suffisamment avec une clientèle qui est plus risquée. Donc, c'est comme si je te disais, en matière assurantielle, pour faire le parallèle puis l'illustrer vraiment simplement, moi, je suis le gouvernement, puis je te dis à toi qui es un assureur, je veux que tu charges le même prix pour des motos de course que des scooters ou le même prix pour des Ferrari rouges track performance que des Toyota Eco bleu pâle. Là, ça ne fait aucun sens. Ce n'est pas le même risque, ce n'est pas les mêmes assets. Non, par souci d'équité, je veux qu'on soit pareil. Donc, c'est un peu ça qu'on vit dans le logement locatif. Et évidemment, à cause de ça, ben, ça fait en sorte que je n'ai pas d'incitatif économique, peu importe c'est qui la personne sur le marché. Mais on ne le vit pas encore, ça. Mais on le vit dans le sens où l'incitatif économique pour construire à 3, 4, 500 $ des logements n'est pas là, ce qui fait qu'il n'y en a pas sur le marché. Donc, il y a une insuffisance de logement. Ben, c'est parce que si j'ai beaucoup de risques alloués à ce prix-là, puis qu'à chaque fois que j'ai des problèmes, je les récupère sur 43 ans, ben, je vais me diriger vers une catégorie de logement où j'ai moins de risques. L'incitatif, dans le fond, l'incitatif n'est pas dans le bas, il est dans le haut. Exactement. Donc, je me dirige, dans le fond, dans une espèce de courbe économique. Je vais me diriger aussi le plus profitable. C'est le plus profitable vers le haut dans la catégorie de risque parce que là, je loue à un certain prix, puis les incidents qui me causent des problèmes surviennent moins souvent. Donc, à profit égal, je préfère minimiser mon risque de location qui est de destruction de logement, vol d'électro, nuisance, des problèmes de pas de problèmes de chien, problèmes de chat, problèmes de manteau, de drogue, de police, etc. Donc, problème d'aller à la régie, perdre du temps à la régie, de battre avec le monde à la régie. À 1400, 1500 $, tu vis ça très rarement. À 500 $, tu passes tes journées à régie. Au TAL maintenant. Donc, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont se déplacer vers un spectrum où ce problème-là est moins présent parce que c'est pas rentable. C'est pas rentable de le faire. Donc, ça cause que le gouvernement t'empêche de pricer ton asset correctement. Si le gouvernement se retirait complètement de cette équation-là économique et laissait les gens fixer le prix du loyer, le prix du loyer serait fixé à un niveau qui permettrait d'être loué, de hedger ce risque-là, et les locataires deviendraient indifférents par rapport à la clientèle qui loue les logements. Puis justement, s'il n'y aurait pas toutes les régulations, justement, comme tu parlais tantôt, de quand que tu vas à la régie du logement, puis à quel point on protège le mauvais locataire, ben, probablement que tu n'aurais pas besoin de te hedger autant dans ton Exactement. risque. Mais plus que c'est difficile. Oui. Vas-y. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que plus que c'est difficile pour toi de te protéger parce que l'État donne des protections spéciales aux locataires, mais plus que toi, tu vas vouloir faire deux choses. Plus que toi, tu vas vouloir augmenter ton prix de loyer pour te protéger, on t'empêche de le faire. Donc, tu vas te diriger vers d'autres produits locatifs qui sont plus rentables et où tu as moins de problèmes. Donc, c'est ce qu'on voit dans le marché. Il y a un déplacement vers des produits qui sont plus high-end avec des prix qui sont plus élevés. Puis il y a une sous-production, dans le fond, de loyer qui serait moins cher, qui pourrait quand même être produit pour la simple et bonne raison que ce n'est pas économiquement rentable de le faire. Et pourquoi ça ne l'est pas? En raison du cadre de politique publique qui est mis en place par le gouvernement. D'où le pourquoi je suis un fervent fan du capitalisme et du libre marché. Parce que là, on a une preuve à quel point, dans le fond, ils ont créé un problème qui, comme tu as dit tantôt, n'est pas vraiment une crise, mais ils l'ont créé à travers de la réglementation et de la régulation. Puis, ils veulent régler le problème qu'eux-mêmes ils ont créé à travers plus de régulation et de réglementation. Tout à fait. Il y a deux choses là-dedans. C'est quoi tu proposes, tu sais? Ben, c'est parce que là, si on regardait, mettons, justement, on était dans un épisode de Friends à Montréal, ils tournent l'émission. Là, il y a juste Jennifer Aniston qui est toute seule dans son 4,5. Là, elle se plaint qui est trop cher. Donc là, il y a aussi un ajustement dans le sens où, actuellement, les prix des loyers, là, même si tu as des loyers à 1400, 1500 $, 1700 $, s'ils sont 3-4 dedans, il n'y a aucun problème. Mais c'est ça qui se passe dans toutes les grandes villes ailleurs. Là. Donc là, on est comme les seuls ici qui disent non, c'est une famille par logement. Mais les grandes villes, tu veux habiter dans le centre-ville de New York, puis tu as des revenus modestes, ben, tu es en colocation ou tu n'es pas là. C'est aussi simple que ça. Donc là, il faut arrêter de se plaindre. C'est tout le temps de la victimisation, tout le temps victime des autres. Il faut arrêter ça. Donc ça, c'est le premier volet.
L'autre volet, c'est que oui, d'un point de vue de cadre de politique publique, le gouvernement, et je dis le gouvernement, c'est que, tu sais, un grand G, comme je dirais, avec l'État avec une lettre Oui, majuscule. oui. C'est pas un parti politique, c'est vraiment, tu sais, comme la province du Québec, à travers ses politiques publiques, a mis en place littéralement un système où il ne se construit plus suffisamment de logements pour différents sous-secteurs socio-économiques, socio-démographiques, parce que ce n'est tout simplement pas rentable de le faire. Et pourquoi ils ont fait ça? Pour faire plaisir à des masses populistes qui réclament des aides de loyer constamment, puis des sortes de mesures pour empêcher les logements d'être augmentés. Et du même coup, vont se plaindre de la désuétude du parc immobilier, puis des choses. Lorsqu'on regarde le parc immobilier au Québec, à Montréal, c'était peurant, là. Les immeubles sont dans un état, ça n'a aucun sens. Tout comme des infrastructures routières du Québec où on a des viaducs qui se sont effondrés. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'entretien. Pourquoi il y a un manque d'entretien? Parce qu'économiquement, ça ne fait aucun sens de mettre de l'argent dans un immeuble que tu vas revoir dans 43 ans. Il n'y a pas personne qui va faire ça. Je veux dire, pourquoi tu ferais ça? En fait, c'est complètement irrationnel et débile de mettre 10 000 dans un immeuble. Tu prends un spreadsheet, ça ne fait aucun sens. Donc, qui va se faire conseiller de faire ça? Peut-être des gens qui le font pour l'amour de leur locataire, mais il n'y a aucun conseiller financier, aucun banquier, aucun spreadsheet qui va dire de faire ça avec le contexte d'amortissement qui est mis en place actuellement par le gouvernement. Donc, il suffit d'arrêter de faire ça, puis de laisser les loyers être fixés au prix du marché, et ce problème-là va disparaître complètement. Tu vas avoir des beaux logements bien rénovés, et ensuite, il n'y aura plus de problème. Il y aura toujours des gens en marge de la société qui ne gagneront pas assez d'argent pour se loger dans ce qu'ils veulent. Et lorsque j'étais à la SHL, on disait tout le temps, c'est très, très, très important, it's not about what they want, it's about what they need. Donc, tu sais, tout le monde voudrait avoir des condos locatifs à 500$. Ça n'existe pas. Donc, maintenant, il faut que tu choisisses. Est-ce que tu veux payer 1000$ et être au centre-ville de Montréal puis traverser la rue pour t'acheter un bagel chaud? Ou tu veux payer moins cher puis être à Mascouche, puis faire de la bicyclette ou prendre le transport en commun. Tu sais, à un moment donné, c'est des choix. Il faut arrêter de tout le temps. C'est la faute des autres, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des méchants locataires, c'est la faute de. Écoute, toi, tu as des choix à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu manger un bagel chaud, payer plus cher? Veux-tu être dans un autre code postal? Veux-tu habiter sur l'île, qui est un île, ou tu veux habiter en dehors de l'île? Donc, tu sais, il faut faire des choix, je pense, puis après ça, vivre avec ces choix-là. Puis peut-être que si tu veux habiter au centre-ville, il faut que tu commences à faire de la location comme Jennifer Aniston a faisait dans Friends. Je veux dire, il faut arrêter. Là. On ne s'en sort pas. Il faut régler les problèmes de politique publique. Je pense que socialement, il faut arrêter d'être des victimes, puis poser des gestes, puis vivre ensuite dans les conditions qu'on a choisi de vivre. Mais j'adore ça en passant quand tu parles puis on en a parlé avant le podcast, mais de la mentalité de victime, parce que moi, je pense que tout découle un peu de cette espèce de mentalité-là de victime où, moi, je suis pas content. On vit dans une espèce de monde utopique où est-ce qu'on espère que le propriétaire, lui, voudrait pas faire de profit, puis ce serait pas un investisseur, puis il devrait accepter que tout le monde se fasse loger. Puis vu que le propriétaire est pas de même, ça veut dire que c'est un méchant. Fait que vu que c'est un méchant, on va demander au grand sauveur, l'État, de venir réguler le méchant investisseur et le méchant entrepreneur. C'est comme je te disais tantôt, moi, la plus grosse différence que je vois depuis que j'habite aux États-Unis, puis le mindset que je vois, puis quand je l'explique à mes amis américains, c'est vraiment que aux États-Unis, ils ont compris que le problème, most of the time, c'est l'État, puis c'est à lui qu'on doit limiter, dans le fond, les pouvoirs. Puis on devrait donner la liberté à l'individu. Au Québec, on fait complètement l'inverse. Dans le fond, on vient limiter le pouvoir de l'individu pour donner le pouvoir à l'État parce que l'État est le sauveur et le méchant, c'est l'individu. Ça, ce que ça fait, c'est qu'on crée une espèce de société où on remet notre responsabilité à quelqu'un d'autre. On veut remettre notre responsabilité de notre santé, remettre notre responsabilité de se loger, remettre notre responsabilité de s'occuper de genre toute notre vie à quelqu'un d'autre. Puis on est même rendu à un point aujourd'hui où est-ce que, pour le vrai, le Québec, je me demande s'il est capable de penser. Il donne sa responsabilité de penser à quelqu'un d'autre. Ah, ben l'État a dit ça, ça veut dire que c'est bon parce que ça veut dire qu'il est bon pour nous. De quoi tu parles, Ginette? De quoi tu parles? Dans le fond, il n'y a pas personne qui va s'occuper de toi. Puis ça revient à ce que tu disais, c'est qu'à un moment donné, tu as des choix à faire. C'est quoi que tu veux dans la vie? C'est quoi que tu priorises? Parfait. Vas-y step by step.
Puis, si tu travailles pour qu'est-ce que tu veux, éventuellement, tu vas être capable de l'avoir. Puis oui, des fois, man, tu ne peux pas avoir le beurre puis l'argent du beurre, mais des fois, tu peux l'avoir aussi. Puis c'est très bien de viser pour ça. Il faut comprendre que Chris, dans la vie, il n'y a rien de parfait, il y a des choix à faire. Puis si tu n'as pas ça, ben, tu n'es pas une victime. Puis la façon de régler le problème, c'est pas de demander à l'État qui vienne le régler, tabarnak. Oui. Ben, on est dans une société de victimes, puis dans plein de sphères d'activité, il n'y a rien de plus puissant maintenant qu'une victime. Donc, ça, c'est un point de départ qui est malheureux, qui est là. Ensuite, Fou, hein? je veux dire, ouais, ça, c'est tout à fait. Je ne sais pas comment on a pu en arriver là comme société, mais on a vraiment là, glissé vers tout le monde est victime, tous les groupes de tout sont victimes de tout. Donc, il n'y a plus personne qui est responsable de son propre sort. C'est un concours. C'est rendu un concours. C'est qui la Ouais. plus grosse victime? La victime est glorifiée, dans le fond. On devrait se pencher devant la victime, puis c'est un concours de qui est la plus grosse victime. Quelle société de faible qu'on s'apprête à construire? Oui, on s'est rendu au point où il y a des gens qui pensent à faire des recours collectifs de ceux qui ont écouté des épisodes de Télétoon avec Pépé dans l'épisode, qui ont été exposés à Pépé. Non, je te crois pas. On est rendu à un niveau, là, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Mais ceci étant dit, tout ça remonte aussi à. Puis bon, tu es aux États-Unis, donc on en parlait, tu le vis. Tu es aux États-Unis, tu te promènes avec ton beau véhicule, tu l'as bien astiqué, tu as mis du shine sur tes pneus, tu es fier de ton beau véhicule. Puis on en voit beaucoup, des Américains sont fiers de leur. Des fois, la camionnette n'est pas de l'année nécessairement. C'est pas nécessairement une camionnette qu'ils viennent d'acheter à 125 000 $. Ça peut être un Chevrolet 2005 de 2500, mais le gars, il est propre, son Chevrolet, il en prend soin, puis il l'élastique. Puis il va aller au dépanneur, là, Hey, sir, how are you? Hey, what's up, man? Hey, I really like your truck. Nice truck. Les gens sont contents de dire que tu as des belles choses. Puis tu regardes les motos, les gars avec des motos, il y a toutes sortes de pièces dessus, sont contents, sont fiers de ça. Puis tout le monde venait te voir. I really like your bike, man. Nice bike. Tu vois, il y a quand même une ambiance comme ça. Au Québec, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais personne qui est venu me voir et me dire que j'avais un beau char. J'aime à penser que ce n'est pas parce que je n'ai pas des beaux chars, mais on dirait qu'on n'a pas cette mentalité-là. Parce que quand je prends ces mêmes véhicules-là, puis je traverse au States, je me fais payer des cafés. Donc là, tu te dis, bon, il y a sûrement quelque chose qui se passe. Donc, il y a un volet, je pense, culturel qui est là. Et tout ça découle un peu de. Puis d'ailleurs, il y a un grand auteur qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Max Weber, sur l'éthique du protestantisme, et a regardé comment ça se fait qu'il y a certaines sociétés, et parmi les sociétés les plus prospères au monde, c'est toutes des sociétés protestantes. Et les catholiques ne performaient pas très bien. Et pour lui, c'est que puis évidemment, je vulgarise à outrance son ouvrage pour les biens du podcast, mais pour lui, l'éthique du protestantisme est que pour rendre gloire à Dieu, tu dois travailler fort sur terre puis accumuler des choses sur terre pour être un témoignage de ton travail. Donc, l'accumulation de ce que tu fais sur terre, c'est un témoignage tangible, dans le fond, par rapport. Alors qu'au niveau du catholicisme, si tu accumules des choses, c'est mal, c'est pas bien. Ça, c'est parce que tu n'es pas suffisamment pieux, tu n'as pas suffisamment. Donc, tu es diverti de ce que tu devrais être en train de faire. Donc, il y a une espèce de vieux fond catholique au Québec qui continue d'être là malgré la Révolution tranquille, où est-ce que les gens qui accumulent sont suspicieux. C'est probablement des petits crosseurs. On va appeler à Revenu Québec pour les dénoncer. C'est probablement des fraudeurs de gouvernement ou des criminels, etc. Ou, encore pire, c'est des vantards ou des fendants. Ça, c'est des. Ça, là, je te dis, il y a un beau char, là, check-les, le prétentieux qui a un beau char. Tu sais. Donc, jamais qu'on va aller lui dire qu'il y a un beau char. Donc, on a cette espèce de culture-là au Québec qui est vraiment toxique. Puis moi, j'habite à 10 km de l'Ontario. Puis quand je traverse en Ontario, c'est complètement différent. Quelque chose qui est très, très Québec. Là. Il y a un problème culturel au Québec écoute, c'est pas juste les États-Unis. C'est facile avec les États-Unis de faire, ouais, mais c'est les États-Unis. Ben là, je suis en Ontario, c'est le même pays. Je traverse l'autre bord de la rivière des Outaouais, puis d'un coup, t'as un beau truck l'autre bord. Tu sais. Mais il n'est pas beau de l'autre côté. Mais on est un peuple de vaincus. On est un peuple de vaincus, on est un peuple de jaloux. Dans le fond, on a eu plein de chances de pouvoir s'émanciper. Puis comme on parlait tantôt, on est encore une colonie de l'Angleterre. On a encore la reine. Ouais. On a substitué l'Église de la Révolution tranquille. Puis, l'éducation, c'est un bon exemple de ça. On avait des écoles religieuses, on a mis dehors les sœurs puis les prêtres. Puis là, hop, les syndicats sont rentrés avec l'État. Donc, on a remplacé le crucifix par une
une photo du premier ministre du moment. Et puis là, maintenant, c'est l'État. Donc, on a confié, on s'est comme déchargé comme individu de nos responsabilités, puis on a transféré ça à l'État. Que ce soit pour la gestion de nos personnes âgées, hein, qui sont gérées par l'État dans des CHSLD, que ce soit pour la gestion de nos petits bébés qu'on met dans des CPE gérés par le gouvernement. Puis on le voit même au niveau des donations pour les universités. La philanthropie, hein, et il y a des grandes études qui ont été démontrées que la philanthropie, elle diminue corollairement avec l'implication de l'État. Donc, lorsque l'État s'implique, on n'a plus besoin de faire de philanthropie. Aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de philanthropie. Dans le monde anglo-saxon, il y en a beaucoup. Même à l'Université McGill, à Montréal, les anglophones donnent beaucoup à l'université, mais les francophones ne donnent pas à leur université parce qu'on compte sur l'État. On a une éducation qui est supposée d'être gratis. Donc, on compte sur l'État pour faire son mandat d'éducation gratuite. Donc, c'est vraiment quelque chose de culturel qui est nocif pour le Québec. Puis, tu sais, on l'a vu avec l'entrepreneuriat. Ça ne fait pas très, très longtemps que l'entrepreneuriat est devenu quelque chose de bien ou de correct. Encore, il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas d'entrepreneurship de Beauce. Les concours au Québec, bon, c'était petit et pas très... donc là, vraiment, ça commence à venir, mais ça a pris beaucoup de temps, là. J'aime vraiment ça quand tu dis qu'on a remplacé, dans le fond, l'Église par l'État, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Dans le fond, on a juste changé le costume du berger, mais on est encore dans la bergerie, là. On attend encore le call du berger pour nous dire où aller. En fait, tous les matins, des millions de Québécois se rassemblent devant le berger, qui est François Legault, pour écouter la messe des annonces covidiennes. Donc ça se poursuit, là. Mon Dieu, j'aime l'analogie, puis mon Dieu que c'est ça. Mais c'est fou ce que ça crée comme société de se déresponsabiliser comme ça. Puis, tu sais, moi, à un certain point, je me dis, c'est tellement nocif, mais OK. C'est tellement facile à vendre comme pitch, OK? Parce que c'est toujours vendu sous la prémisse de on va s'occuper de toi, on va te donner des choses gratuites. Ah, ben dans le fond, si tu ne réussis pas dans la vie, ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de X, Y, Z, mais donne-nous ton pouvoir, puis nous, on va s'en occuper de toi. T'sais. Je trouve que c'est un pitch qui est très facile à vendre. En tout cas, c'est un pitch beaucoup plus facile à vendre que notre pitch, nous, qui est genre, ben, it's all on you. Fait que si t'es pas content, ben, bats-toi le cul, man, puis tu devrais prendre responsabilité à 100% de ta vie. Mais la question que je me pose, c'est, parce que moi, plutôt, on le sait, finalement, économiquement parlant, c'est complètement stupide, puis ça ne marche pas. De donner nos responsabilités à l'État, c'est pas compétitif, c'est comme la SQDC, mais c'est le seul pocher. Il n'y a pas le droit d'avoir d'autres pochers au Québec. Fait que pourquoi il a besoin d'être compétitif, lui? Mais va dans le fond juste en Alberta, puis c'est débile, les produits qu'ils ont et les services qu'ils donnent, parce que justement, il y a un marché, tu sais. Fait que, économiquement parlant, c'est stupide qu'on donne notre pouvoir et nos responsabilités comme ça à l'État, puis qu'on centralise les pouvoirs à l'État. Fait qu'à un certain point, je me dis, bon, soit que tu es vraiment confus pour accepter ça, ou tu es vraiment hypocrite pour le vendre comme pitch. Parce que je me dis, à quelque part, le monde, comme les Gabriel Nadeau-Dubois de ce monde, sont pas stupides. Ils savent c'est quoi que ça crée, ce genre de choses-là. Fait que c'est quoi l'intérêt de vendre ce genre de pitch-là? D'être hypocrite de même, parce que j'ai tendance à dire... Ouais. Ils ne sont pas incompétents, ils sont hypocrites. Ben, c'est parce que là, je pense que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité là-dedans, ne serait-ce que dans le secteur de la politique. Donc, dans le secteur de la politique, si tu vas chez Québec solidaire, tu as des idéologues dogmatiques convaincus. Et puis, tu as aussi des opportunistes politiques qui tentent d'amener le parti plus. Donc, il faudrait quand même tout démêler qui est qui là-dedans. Mais une chose qui est certaine, c'est que la plupart des gens, normalement, lorsque tu es sain d'esprit, tu essaies d'éviter la dissonance cognitive. Donc, tu te regardes dans le miroir, tu considères que tu es une bonne personne, bon an, mal an. Donc, la plupart des personnes, si tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Arc, je suis vraiment une mauvaise personne », tu devrais aller consulter, tu es probablement sur le bord d'une ça va mal. Donc, les gens tentent d'éviter la dissonance cognitive. Et peut-être la seule chose que Karl Marx a dit qu'il y avait un peu de vérité, d'une certaine façon, c'est « Ideas stem from material practices ». Hein? Donc, lorsque tu es... si tu es une personne qui bénéficie des programmes, ben, tu vas dire que l'intervention gouvernementale, c'est vraiment bon.
Hein, donc, dans la pratique, c'est que je reçois des programmes, donc IDEA. Ben, si tu es quelqu'un qui ne bénéficie pas des programmes, tu vas probablement dire que c'est pas bon. Empiriquement, comment on regarde ça? Regardez une carte électorale aux États-Unis. Regardez qui vote républicain. C'est des gens qui sont ruraux, qui n'ont pas de besoin de l'État. Puis regardez qui vote démocrate et qui veulent plus de programmes. C'est du monde dans des villes qui vivent aux mamelles de l'État. Donc, ton besoin de recevoir des services va en grande partie dicter ta position. Ce n'est pas parfaitement vrai. Il y a des républicains en ville, il y a des démocrates à la campagne. Bonnement, mal an, c'est un peu ça. Puis les politiciens connaissent ces affaires-là très, très bien. Quand ils font des redécoupages électoraux, comme ici dans la circonscription de Pontiac, ils ont été chercher une bonne partie urbaine là, pour étouffer le rural, de sorte qu'à ce que les conservateurs ne puissent plus jamais gagner la circonscription. Donc, il y a toutes sortes de petits jeux aussi comme ça. Une chose qui est certaine, empiriquement, en économie comportementale, on le sait, les incitatifs sont importants. Donc, qu'est-ce que l'État fait lorsqu'il intervient? Il enlève des incitatifs. Et c'est sûr que comme individu, si je te donne le choix, tu as deux choix. Soit tu peux courir par toi-même, je ne vais jamais t'aider d'aucune façon, ou essaye, puis si tu n'es pas capable, je vais t'aider. C'est beaucoup plus rassurant d'aller avec la façon gouvernement-maman, la maman caillou qui va t'accompagner pour réussir. Tu es sûr de réussir versus peut-être que tu vas échouer. Donc, l'individu, lui, si tu lui donnes le choix, il va préférer le confort, il va préférer des programmes sociaux, recevoir des PCU, des remboursements de ci, de ça. Et alors que de faire une entreprise, de se lancer en affaires, de risquer, c'est pas évident. Ça demande plus de courage. Donc, si j'ai le choix de ne pas risquer, je vais probablement le faire. Puis d'une certaine façon, c'est presque rationnel. Tu sais, l'être humain est paresseux de nature. Et je te donne un choix où tu n'as pas besoin de... C'est un peu comme si tu prends un animal, tu lui donnes le choix. Soit tu peux aller chasser pour manger, ou voici un bol bien rempli à tous les soirs. L'animal n'est pas plus fou non plus, il va manger dans le bol. Est-ce qu'il va avoir le goût d'aller chasser lorsqu'il sait qu'il y a un bol? Assez rapidement, tu vas l'apprivoiser, puis il va perdre ses instincts. Donc, nous, d'une certaine façon, c'est un peu ça qu'on vit. C'est un peu dramatique, comme je le dis, là, pour le show. Non, c'est ça. C'est ça. Un peu croustillant. J'essaie de rendre ça un peu croustillant, des théories économiques qui peuvent être très, très plates. Mais la réalité, c'est que les humains sont comme ça. Ensuite, tu ajoutes à ça ce qu'on appelle le inequality aversion. Et ça, dans les expériences, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils appellent ça le dictator's game. Donc, ils vont prendre, par exemple, un montant d'argent, je vais dire, mettons, 100 pour ceux qui ne connaissent pas l'expérience. Et là, il y a deux joueurs. Donc, disons que moi et toi, on joue dans cette game-là. Donc là, il y a un 100 Il y a une personne qui a 100 puis moi, mon 100 il faut que je choisisse de le partager avec toi. Okay? Puis là, je peux te faire une offre. Tu peux accepter ou refuser. Si tu refuses mon offre, je perds mon 100 puis tu perds ce que je t'ai offert. Si tu acceptes, tu reçois le montant que je t'ai offert. Et là, ce qu'ils remarquent, c'est que peu importe t'es où, quelle culture, quel continent, il y a un range dans lequel les gens vont refuser l'offre, ce qui est économiquement irrationnel. Parce que, tu sais, dans le fond, si toi, tu as 0 moi, j'ai 100 je t'offre 10 puis que tu refuses, tu viens de perdre 10 que tu n'avais pas. Donc, c'est vraiment irrationnel. Tu vas juste prendre le 10 dire merci, j'ai un 10 gratuit, fantastique. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens sont tellement comme frustrés de l'inégalité. C'est comme, ouais, mais pourquoi que toi, tu as 90 ben, moi, j'ai généré 100 j'ai travaillé fort. Je t'offre de partager un 10 avec toi pour être gentil. Si tu refuses, toi, tu perds le 10, moi, je perds mon 100. Et là, il y a une quantité astronomique de gens qui refusent l'argent. Donc, ça commence à accepter autour de 30, 35, 40. En bas de ça, ça refuse. Donc là, il y a une question à se poser aussi dans notre psyché humaine, c'est de dire à quel point on est prêt à punir les autres. Parce que littéralement, quand tu refuses le 10, tu me punis 90. Là. Tu me punis parce que je ne t'ai pas assez donné gratuitement de l'argent. Et dans la vraie vie, mais c'est vrai, mais dans la vraie vie, tu peux le voir avec les gens qui appellent à Revenu Québec. Là. Je pense qu'il y a 2 voitures, les gens vont être prêts à essayer de créer des problèmes pour te mettre des embûches parce que toi, tu réussis trop, puis ils ont l'impression que tu aurais dû leur en donner plus à eux. Et comment est-ce qu'on fait pour aller chercher cet argent-là? Le gouvernement, maman, on hausse les taxes, on hausse les impôts. Il faut aller en chercher plus dans tes poches que tu aurais dû me donner. Mais ça, c'est ancré dans notre psychologie
Puis ça va même, ils font des expériences avec des chiens chimpanzés sur des bananes puis des pommes, puis écoute, les chiens chimpanzés se chicanent de la même façon. Puis tu as à peu près les mêmes index de séparation. Là, ils donnent 3 noix, tu en gardes 7, puis ils jouent à ça avec les animaux. Les humains, c'est des expériences un peu la même chose. Donc, il y a des choses dans nous qui sont très égalitaires d'une certaine façon, mais le problème, c'est que ça va à l'encontre de d'autres intérêts qu'on a à la performance, qu'on peut mesurer aussi dans d'autres expériences. Par exemple, si j'ai le temps, je ne sais pas si j'ai le temps, Julien, Oui, tu as le temps, c'est continue. Oui, tu sais, moi, ça me passionne en passant ces affaires-là. Imagine-toi quelqu'un qui a une machine, là, les gens, tu as des petites machines Kubota ou des tracteurs ou des petits cossins que tu peux louer là, chez Lupro, etc. Là, ils prennent des machines comme ça qui sont identiques, pareilles, sont flambant neuves. D'un côté, les personnes qui vont les utiliser pour faire une tâche qui est très claire, qui est très déterminée, c'est ce qu'on appelle des user payers. Donc, pour l'utiliser, il faut que tu payes. Donc, quand tu l'utilises, tu es affligé des dommages. Donc, si tu fonces dans des choses, tu brises la machine, il faut que tu payes. De l'autre côté, c'est comme des employés. Donc, c'est juste un user qui n'est pas exposé aux dommages de la machine. Évidemment, lorsqu'ils font des expériences, très rapidement, tu te rends compte qu'il y a une machine qui se dégrade très rapidement parce que les personnes ne font pas attention. Donc, le user payer fait toujours plus attention. On le voit en immobilier. Tu regardes des blocs l'hiver, là, il y en a qui ont des blocs où toutes les fenêtres sont ouvertes. Ah, eux autres, ils ne payent pas l'électricité, ces locataires-là. Ah, les fenêtres sont toutes fermées. Ouais, eux autres, ils ont un compteur d'Hydro-Québec puis ils payent l'électricité. Quand tu rentres dans des logements visités qui ne payent pas l'électricité, puis les fenêtres sont ouvertes, puis il fait moins 30, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, j'ai besoin d'aération dans le logement. Tu touches la plainte, elle chauffe dans le piton en bas de la fenêtre. Tu sais. Donc, ils ne sont pas exposés aux incitatifs. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a comme une incongruité. D'un côté, on est extrêmement égalitaire, puis de l'autre côté, lorsqu'on est exposé à des incitatifs, on performe différemment. Sauf que c'est fatigant d'être exposé à ces incitatifs-là. Puis si le gouvernement te donne le choix de ne pas t'exposer à ça, tu vas tout le temps prendre le gouvernement maman parce que c'est plus réconfortant, c'est plus sécuritaire et ça vient assouvir ton désir égalitaire. Vraiment intéressant. En passant, moi, je tripe sur des théories économiques comme ça. Puis pour les auditeurs, si vous écoutez ça puis vous ne comprenez pas trop le lien, parce qu'il y a bien du monde que la base de podcast, c'est un podcast entrepreneurial et de développement personnel. Il y a du stock en crise à prendre là-dedans. Là. Moi, quand j'ai appris justement un peu plus sur les théories de l'incentive, que la chose sur laquelle tu mets un incentive et la chose que tu encourages, ben ça a changé bien des affaires dans ma business. Je me suis dit, si la seule chose que je mets un incentive dessus, c'est l'acquisition de nouveaux clients, c'est quoi que je suis en train d'envoyer comme message à mes gars? Puis la seule chose qui compte, c'est de faire des ventes. La seule chose qui compte, c'est d'aller chercher des clients. Mais je ne suis pas en train de leur montrer à travers un système que ce qui compte aussi, c'est de prendre soin du client. Fait que dans le fond, comment je fais pour créer des incentives qui vont être capables d'envoyer ce signal-là à mes gars dans ma business? Moi, cette théorie-là, elle a changé ma business et elle a changé bien les affaires dans mon mindset. L'autre affaire que tu disais, c'est sur le fait de payer le coût. C'est avec. Puis moi, de la façon dont je l'avais exprimé dans ma tête, c'était le monde qui sont propriétaires par rapport au monde qui sont locataires. Quelqu'un qui est propriétaire va toujours prendre plus soin de son bien parce qu'il est responsable de la perte potentielle et du plus-value potentiel. Fait que quand tu es capable de rendre les gens propriétaires à un certain point de peut-être juste leur décision ou peut-être même une partie de la business, tu sais, comme ça les rend plus responsables. Puis, ça revient à ce qu'on disait au début, c'est que on laisse tomber notre responsabilité parce que ça vient avec un risque. Mais le risque, c'est ça qui te permet d'avoir de la rentabilité. Fait que dans le fond, à quelque part, il faut que tu acceptes un choix. Est-ce que tu vas décider de donner ta responsabilité à quelqu'un d'autre, mais être un esclave pour le restant de tes jours et être pauvre? Ou dans le fond, tu vas décider de prendre le risque, prendre la responsabilité, puis peut-être avoir la chance de t'enrichir. Mais oui, il y a un risque, mais tant mieux que s'il y en a un, c'est ça qui va te donner le coup de pied dans le cul, pour step up pour parler quoi. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Bien, ça fait du sens. Puis, tu sais, la réalité, c'est que tu viens comme boucler la boucle avec ça parce que, tu sais, lorsque justement tu es locataire, bien évidemment, tu n'es pas un user payer au sens de la comparaison qu'on vient de faire. Donc, évidemment, tu vas faire moins attention au logement. Tu sais, le chien qui graffigne les planchers, wow, on s'en va dans 2 mois. Donc, évidemment, il y a comme un. Tu sais, je veux dire, même quand tu loues des véhicules, les compagnies de véhicules le savent très bien, puis ils te mettent un fee à la fin pour te recollecter si tu n'as pas besoin du véhicule. Donc, c'est pas non plus quelque chose qu'on invente qui n'existe pas. Donc, c'est très, très bien connu. Donc, tu sais, ton locataire, lui, il va agir comme ça. Toi, comme propriétaire, tu le sais par avance que ça va arriver. Donc, tu veux te hedger. Là, le problème, c'est que le gouvernement t'empêche de te hedger.
C'est ça le problème. Donc, on revient à ça encore. Ça reste que si les locataires étaient tous comme super gentils, super bons, personne ne brisait rien, faisait attention autant que les propriétaires font attention à leur propre maison, tu n'aurais pas ce problème-là non plus dans le marché. Et comme il y a un problème incitatif, ça fait en sorte qu'il y a des comportements qui sont là. Ces comportements-là, ça ne me dérange pas. Je pourrais les hedger en augmentant un prix. Comme, tu vas chez Loutech ou Loupro, là, louer la machine, là, eux, ils ont déjà hedgé le fait que le gars qui est un user, il n'est pas payeur, fait qu'il loue la machine suffisamment cher, il sait qu'elle va se briser 5 fois par mois, puis c'est pas grave, je fais du profit pareil. À cause de ça, je suis indifférent de te la louer à toi. Mais si tu m'empêchais de louer au prix que j'ai besoin pour me hedger contre mon risque de bris, je ne louerais pas ma machine. C'est aussi simple que ça. C'est pas. C'est tout aussi simple que ça. Là, tu te ramasses avec une économie de marde. Puis tu crées de la pauvreté. Exactement. Donc, à la fin de la journée, ceux qui prennent des risques doivent être récompensés, sinon ils ne prendront pas de risques. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui, dans la société, même s'ils peuvent être récompensés, vont faire les efforts et le travail pour prendre ces risques-là. Donc, tu te retrouves avec une économie où tu n'as pas beaucoup de start-up, tu n'as pas beaucoup d'entrepreneuriat, tu n'as pas beaucoup de création de valeur. Tu sais, la réalité, c'est que 80% des emplois et plus au Canada, c'est des PME. C'est des petites moyennes entreprises qui ont parti justement avec du monde qui se fait de bonne heure le matin, qui travaille fort. Tu sais, tu regardes la différence entre... écoute, moi, je suis là aujourd'hui, je ne vais pas faire mon hypocrite. Quand j'étais au gouvernement, là, je faisais les heures du gouvernement, 4 jours semaine, c'était 9 à 4. À 3h15, je regardais ma montre, il me reste 45 minutes. Puis j'embarquais dans mon char de chercher mon gars à la garderie, puis je prenais mon BlackBerry, je le mettais dans le tiroir pour la soirée. Là, j'étais pas, les incitatifs n'étaient pas là. Je ne suis pas moins une mauvaise personne ou une bonne personne qu'aujourd'hui, mais les incitatifs n'étaient juste pas là. Puis quand là, j'étais en business, ben justement, Nick va m'appeler à 9h le soir, puis on se parle dans 45 minutes de business parce qu'on a un incitatif à le faire. Donc, c'est une réalité que les entrepreneurs et les gens qui sont en entreprise créent plus de valeur parce qu'ils travaillent plus fort. Puis pourquoi ils travaillent plus fort? Mais parce qu'ils ont des incitatifs à le faire. C'est aussi simple que ça. Mais moi, ça me fait penser à un post que tu avais fait à un moment donné, puis tu avais dit, corrige-moi si je me trompe, c'est peut-être pas exactement les mots que tu avais utilisés. Tu avais fait un post très, très court en disant le système capitaliste, c'est celui qui fonctionne le mieux ou c'est le seul qui fonctionne parce que il comprend la psychologie puis il est aligné, dans le fond, sur le comportement humain. Tu avais dit quelque chose dans ce genre-là, right? Non, c'est vrai. C'est le système qui a le mieux représenté de l'histoire les forces et les faiblesses du comportement humain. Et lorsqu'il a été pensé, on peut penser à Adam Smith, qui a été quand même un des pères fondateurs de cette nouvelle façon de penser-là. On n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui en économie comportementale, qu'on a répliquées dans des laboratoires des milliers de fois partout sur la planète. Mais force est de constater que c'est avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, c'est le système qui mappe le mieux les comportements humains et qui permet la plus grande création de valeur de l'histoire de l'humanité qu'on n'a jamais connue. C'est une réalité purement factuelle, c'est pas politique, c'est un fait, comme le ciel et bleu. C'est le système qui crée historiquement le plus de liberté et de prospérité. C'est un fait inéluctable. Puis en ce moment, dis-moi si je me trompe encore une fois, je sais que je ne me trompe pas parce qu'on en a parlé avant le podcast, mais je veux rien que tout dans les mains de tout le monde. Cette guerre-là idéologique, dans le fond, en vrai, c'est la guerre idéologique entre les deux extrêmes du capitalisme et du communisme. Puis plus qu'on donne de pouvoir à l'État, plus qu'on se déresponsabilise, plus qu'on migre tranquillement vers un système qui s'apparente plus au communisme. Ça fait. Pour pouvoir bien comprendre aussi tout ça, il faut avoir tout lu. Donc, j'ai lu autant Karl Marx et Staline jusqu'à... J'ai fait mon devoir de philo dans le devoir sur John Stuart Smith. Je les ai tous lus. Et si tu lis... parce que n'importe qui va lire, si tu prends je te donne Karl Marx, tu lis Karl Marx, tu pars déjà biaisé en lisant le livre, c'est comme c'est communiste, ça part mal. Je pense que c'est plus vrai aujourd'hui que ceux qui ont étudié ça dans le temps où l'URSS était encore là, était une puissance. Donc, il était un certain temps où les gens n'avaient pas nécessairement prédit un effondrement aussi rapide de l'URSS. Donc, tu lis Karl Marx à ce moment-là, tu peux penser que ça fonctionne. Puis, bon, voilà, l'URSS, Cuba, la Corée, etc. La Chine, encore un pays communiste aujourd'hui. Donc, si
si tout le monde était parfaitement rationnel, le système, puis il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas de friction, il n'y avait pas de noise, il n'y avait pas rien, bien, le système central de planification pourrait fonctionner. Hein? Donc, c'est l'espèce d'idée qu'il y a quelqu'un bienveillant centralement pourrait comme tout distribuer les choses équitablement pour améliorer la performance. Donc, il n'y aurait jamais d'immeubles vacants, il n'y aurait jamais... Donc, on pense à l'immobilier. C'est vrai qu'il y a plein d'immeubles vacants à Montréal, c'est une espèce d'inefficience du capitalisme actuellement, d'avoir des immeubles vacants quand il y a du monde qui n'ont pas de loyer, mettons. Tu peux dire, un système centralisé aurait comme mieux distribué ça, etc. Le problème, c'est que la réalité est bien trop compliquée, puis il y a plein d'erreurs, il y a plein de problèmes, il y a plein de problèmes d'information, il y a des transaction costs, toutes sortes d'affaires qui font en sorte que c'est impossible de planifier ça. Là, il y a des gens qui vont écouter des films où, dans un futur, en 2041, il y a une espèce de Skynet qui, lui, va être capable de faire ça. Puis je t'avoue que c'est un peu épeurant. Puis même Elon Musk a peur de ça. Mais tu sais, il y a une espèce d'intelligence artificielle qui devient tellement puissante qu'on s'en remet à elle. Et puis ça, c'est un peu apocalyptique. Mais une chose est certaine, c'est que d'un côté, il y a une vision très rationnelle qui fait en sorte que quand tu lis, mettons, les arguments du communiste, ça peut faire du sens, d'une certaine façon. Et de l'autre côté, une vision rationnelle aussi de l'économie. Donc, des deux côtés, on a l'idée que l'humain est rationnel. Dans la vraie vie, il y a plein d'erreurs, il y a plein de problèmes. Et pour dealer avec ça, le système décentralisé, qui est le système libéral capitaliste, performe mieux que le système centralisé qu'est le communisme. Dans les deux cas, on veut gérer une économie. D'un côté, c'est centralisé, d'un côté, c'est décentralisé. Donc, la décentralisation performe mieux. Là, qu'est-ce qu'on voit actuellement? Aux États-Unis, il y a une mouvance avec les démocrates. Au Québec, on le voit aussi avec Québec solidaire, etc. On veut se déplacer de la décentralisation vers la centralisation. Le contrôle des loyers par le gouvernement, le registre des loyers par le gouvernement. On se dirige vers une centralisation sans être conscient des implications que ça a pour les incitatifs qui sont importants et qui expliquent pourquoi, par exemple, on n'a pas assez de logements sur le marché. Donc, le fait que tu veux centraliser davantage, ça ne va pas créer des nouveaux incitatifs pour créer des nouveaux logements. Ça va les réduire davantage, en fait. Amen. Et en passant, ça avec, moi, c'est une leçon qui m'a vraiment aidé en business. La décentralisation est plus efficace. Dans le fond, je ne serai jamais, moi, assez intelligent pour être capable de tout gérer l'organisation. Fait que ce que je veux, c'est être capable de décentraliser tout ça puis de pousser la responsabilité le plus bas possible puis laisser le monde gérer leur crise de show. Puis la journée que j'ai décidé de faire ça, ma business est devenue beaucoup plus autonome, beaucoup plus performante. C'est plus nimble. C'est plus nimble. Ouais. Encore là, tu peux comparer, mettons, la prise de décision d'une entreprise comme la tienne qui est décentralisée avec un gouvernement municipal où quelqu'un, pour respirer, a besoin d'une approbation hiérarchique. Donc, c'est pas pour rien que au gouvernement, il n'y a rien qui se passe parce que personne ne peut rien faire. Donc, là, il faut que tu escalades. Je veux dire, tu veux développer un terrain vacant qui est entouré de terrains vacants sur des centaines d'acres. Puis c'est des processus de 9 à 12 mois de consultation en avis. Puis là, il y a des débats d'urbanisme qui sont emprisonnés dans des langages normatifs, restrictifs sur des terrains vacants. Quel type d'habitation peux-tu mettre sur un terrain vacant dans une zone vacante entourée de terrains vacants à 1h30 d'un centre urbain? Puis il y a des débats d'urbanisme, puis c'est embourbé là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Laissez donc les entrepreneurs gérer la patente. Laissez donc créer la valeur, déterminer c'est vacant. C'est vacant, ça fait 75 ans. Puis eux, ils vont l'avoir, l'incentive, parce que si qu'est-ce qu'ils font, ça ne fonctionne pas, ils vont le savoir tout de suite, puis ils vont s'ajuster. Ça aussi, c'est une affaire que j'avais trouvé vraiment intéressante. C'est que quand tu centralises le pouvoir et tu le donnes au gouvernement, le gouvernement n'a pas le même incentive que l'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, si sa business ne fonctionne pas, c'est son capital qu'il doit remettre dedans. Ça ne tente pas de remettre son capital. Fait que soit que dans le fond, il va faire tout pour la faire fonctionner, ou il va dire à un moment donné, mais le projet n'est pas bon, puis on va le crisser dehors. Le gouvernement, lui, c'est pas son capital, c'est pas son argent, fait qu'il n'y a pas le même incentive. Lui, si le projet ne fonctionne pas, il peut juste claimer haut et fort que on n'avait pas assez de budget pour le faire fonctionner. Fait que, guys, ça va prendre plus d'argent. Ça prend plus de budget, fait qu'il va falloir investir là-dedans. Si moi, j'aurais essayé de créer le système, je veux dire,
je serais à la tête du gouvernement, là, puis j'aurais essayé de faire ce système-là de santé là, en me pensant intelligent, de donner un système public. Il me semble qu'à un moment donné, là, où tu fais « Hey guys, je me suis trompé, ça marche pas. On revire de bord. » Tu sais, moi, dans ma business, là, je fais un projet, au bout de 3 mois, il est pas bon. Là. Ça arrive, là. Il n'y a pas personne qui est à l'abri des erreurs. Mais si je fais un projet, puis au bout de 3 mois, il n'est pas bon, je dis « Hey guys, je m'excuse, je me suis planté celui-là. On va se reprendre sur le prochain. » Ouais. Mais La le politique, gouvernement, lui. le gouvernement, la politique, c'est risk-averse. Donc, le but, c'est toujours de ne pas faire d'erreur. Donc, tu es prêt à faire beaucoup de choses pour ne pas faire d'erreur. Puis les partis d'opposition attendent juste que tu fasses des erreurs. Donc, de dire le tramway, c'est un échec, de dire le REM, c'est un échec, de dire que c'est politiquement désastreux. Tous tes communicateurs vont te dire de ne pas faire ça. Donc, on va s'embourber généralement dans des projets comme ça, puis on a de la difficulté à s'en sortir. Donc, ça, c'est sûr que c'est un premier volet, mais c'est aussi le fait que le gouvernement, lui, en n'étant pas exposé directement au coût, va faire intervenir toutes sortes de gens et tous ces gens-là aussi deviennent risk-averse, puis sont tous redevables du gouvernement dans le processus. Et c'est comme ça que tu vas comparer 2 logements qui sont similaires, un produit par l'État, un produit par le privé, puis tu vas voir que le prix va être du double au triple pour le même logement qui a été réalisé à la demande du public par des entrepreneurs privés qui sont les mêmes qui ont construit l'autre à côté. Puis tu peux voir ça avec des ouvrages comme des ponts, des hôpitaux, des écoles. Et ça a vraiment comme une très, très grande importance dans le outcome que tu vas avoir. Tu sais. Mais si on ne s'en sert pas, il y a de la politique là-dedans. Puis tu n'es plus dans un univers économique. Tu es rendu dans un autre univers qui est de la politique électorale au sens vraiment de se préparer à être réélu. Puis pour s'en convaincre, regardez l'état du marché des HLM. Regardez l'état des HLM. Je ne sais pas, récemment, j'avais vu des statistiques sur le pourcentage de vacances puis de délabrement. Il y a des immeubles que ça fait 10 ans qu'ils sont abandonnés et placardés, des HLM, que l'État a été incapable de gérer. Et la plupart des choses que l'État gère, c'est mal géré. C'est un des pires. En fait, le gouvernement Charest, avec Monique Jérôme-Forget, mettait de l'avant un des arguments les plus forts pour les partenariats publics-privés en disant que l'État était un extrême mauvais gestionnaire et que les PPP allaient permettre de solutionner ça en laissant le privé organiser, contrôler, construire, livrer et opérer des infrastructures. Donc, c'est pas des fanatiques là, qui disaient ça, c'était directement le gouvernement du Québec qui a mis de l'avant des PPP, puis qui en a mis partout, puis d'autres gouvernements partout dans le monde ont eu ces arguments-là aussi. Puis ensuite, il y a eu des petits problèmes là-dedans aussi, puis on peut débattre des taux actuariels utilisés pour les modèles économiques de ça, mais force est de constater que les choses qui sont gérées par l'État sont en général très, très mal gérées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'incitatif. On revient toujours aux incitatifs, il n'y en a pas, c'est tout. Ouais. Tu sais quoi, moi, la plus belle conclusion, on dirait, que j'ai de toute notre discussion, puis en passant, merci, Chris, man, d'être venu. Ça me fait plaisir. J'espère que tu vas me réinviter, j'ai aimé ça. Ouais, mais moi, en passant, j'adore des discussions de même. J'adore apprendre de monde compétent. Puis j'adore le crisser dans les dents de tout le monde qui me disait que je connaissais rien à ça. Fait que, mais la plus grosse révélation que j'ai de tout ça, c'est que souvent, on a tendance à penser que le chemin le plus rapide va être le chemin le plus facile. Tu sais, on a tendance à se dire, ah ben, je vais donner mes responsabilités à l'État parce que ça a l'air d'être le chemin le plus facile, le chemin le plus rapide pour te donner qu'est-ce que tu veux. Mais en bout de ligne, le coût de tout ça finit par être que ça devient plus dur comme réalité que la réalité que tu aurais eue si tu avais choisi le chemin difficile de prendre responsabilité. Dans le sens que, tu sais, moi, c'est quand je te dis justement, le privé va tout le temps être plus. Ben oui, mais dans le fond, si on décide de donner ça au gouvernement, là, les logements, là, on se ramasse avec des logements qui coûtent plus cher. Fait qu'en bout de ligne, c'est qui le paye? Ben c'est nous autres. Mais pourquoi qu'on le paye? Ben c'est parce qu'on a décidé de donner notre responsabilité. Puis pourquoi? Parce qu'on pensait que ça allait être plus facile. Fait qu'à la place, si on déciderait de prendre toute responsabilité pour notre vie, pour la société, pour qui on est, ben, au lieu de s'en remettre à une autorité supérieure, probablement qu'on prendrait des meilleures décisions pour nous. Oui, il y aurait du stress qui viendrait avec ça. Oui, il y aurait probablement plus de risques qui viendraient avec ça. Mais en bout de ligne, on se retrouverait tous à être plus prospères et libres.
Tout à fait. Ben, en termes de performance, il faut juste penser à l'entraînement d'un athlète. Si tu entraînes Georges Saint-Pierre, tu l'entraînes-tu contre des meilleurs ou tu le prends par la main et tu le chuchotes? Donc, il faut qu'il soit exposé pour performer. Puis la performance, ça vient avec ça. Donc, d'une certaine façon, le gouvernement, plus qu'il est gros, plus qu'il prend de la place, bien, moins on est performant comme société. Puis ça, empiriquement, c'est une vérité qui peut se regarder à travers tous les pays de l'OCDE ou du G20 ou de... Tu peux regarder n'importe quelle statistique que tu veux, la performance en termes de productivité, puis même, il y a même des études qui regardent le happiness index puis tout ça. Une forte présence gouvernementale entraîne malheureusement des effets pervers. Donc, c'est une réalité. Malheureusement, c'est nous qui finissons par payer ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, s'entraîner, c'est pas facile. C'est facile. C'est comme s'entraîner, tu sais, aller au gym, il faut se motiver. Puis à la fin de la journée, ben, tu as ce pourquoi tu t'es entraîné. Amen. Chris, j'apprécie vraiment que tu sois venu, man. Fait que, guys, c'est où qu'on peut aller suivre, Chris? Ben, sur mrex.co. Donc, on a tu peux aussi regarder sur YouTube, marqué mrex. J'ai plusieurs shows qui roulent sur le canal de mrex. Débile. Bon, mais je te remercie, Chris. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!